18 juin 1940, 17h45, Londres. Dans un studio de la BBC à Broadcasting House, Charles de Gaulle attend. Il a 49 ans. Il est général de brigade depuis seulement 17 jours. Il porte un uniforme français dans la capitale d'un pays étranger. Dans 15 minutes, il va commettre un acte de trahison contre son propre gouvernement. Ou peut-être va-t-il sauver l'honneur de la France. Il ne sait pas encore. Personne ne sait. Ses mains ne tremblent pas. Il a écrit son discours à la main, quelques feuillets de papier. Les mots sont simples, directs, impossibles. Il va dire à la France que la guerre continue. Il va dire cela alors que la France vient d'abandonner. Il va dire cela alors que presque personne ne sait qui il est. Le technicien britannique vérifie le microphone. De Gaulle se tient droit, comme toujours. 1,93 m, maigre, le visage long, sévère, les yeux froids derrière des lunettes rondes. Il n'a pas le charisme d'un tribun, il n'a pas la voix d'un orateur, il est raide, distant, arrogant même. Mais il a quelque chose d'autre. Il a la certitude absolue qu'il a raison. 24 heures plus tôt, il était encore en France. Sous-secrétaire d'État à la guerre dans un gouvernement qui s'effondrait. Il avait vu Paul Reynaud, le Premier ministre, démissionner. Il avait vu le maréchal Pétain prendre sa place. Et hier soir, à 20 heures, il avait écouté la radio. La voix du vieux maréchal, 84 ans, héros de Verdun, qui annonçait à la France qu'il fallait cesser le combat. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. De Gaulle avait compris immédiatement. La France capitulait. Pas encore officiellement, pas encore légalement, mais moralement, politiquement, la France abandonnait. Et lui, Charles de Gaulle, général obscur, théoricien que personne n'avait écouté, allait dire non. Il faut comprendre qui est cet homme pour comprendre l'audace de ce qu'il s'apprête à faire. Charles-André Joseph-Marie de Gaulle est né le 22 novembre 1890 à Lille. Famille bourgeoise, catholique, patriote. Son père enseigne l'histoire et la littérature. Le jeune Charles grandit dans le culte de la France, de sa grandeur, de son histoire. En 1909, il entre à Saint-Cyr. En 1914, il est lieutenant. Il combat dès le début de la Grande Guerre. Blessé 3 fois. Capturé à Verdun en mars 1916. Prisonnier pendant 32 mois en Allemagne. Il tente de s'évader 5 fois. 5 fois, il échoue. Après la guerre, il reste dans l'armée. Il écrit. Il théorise. Il devient l'un des rares officiers français à comprendre que la prochaine guerre sera une guerre de mouvement, de blindés, de vitesse. En 1934, il publie « Vers l'armée de métier ». Il y décrit exactement comment il faut organiser une armée moderne, des divisions blindées, autonomes, rapides, capables de percer les lignes ennemies. L'état-major français ignore son livre. L'état-major allemand le lit avec attention. En mai 1940, quand les panzers allemands déferlent à travers les Ardennes, ils appliquent exactement les théories que de Gaulle avait développées. Et la France, qui n'a pas voulu l'écouter, s'effondre en 6 semaines. Mais de Gaulle a eu une chance. Le 10 mai, jour de l'offensive allemande, il commande la 4e division cuirassée. Une unité qui se forme à peine, mal équipée, incomplète. Le 17 mai, à Montcornet, il lance une contre-attaque. Avec une centaine de chars, il enfonce les lignes allemandes, avance de plusieurs kilomètres. L'attaque échoue finalement, faute de soutien aérien, faute de renfort. Mais c'est l'un des rares succès français de cette campagne désastreuse. Le 28 mai, à Abbeville, il recommence. Encore une contre-attaque, encore un succès temporaire, encore un échec final. Mais ces 2 batailles le font remarquer. Paul Reynaud, le Premier ministre, cherche des généraux qui se battent. Le 6 juin 1940, il nomme de Gaulle sous-secrétaire d'État à la guerre. De Gaulle a 49 ans. Il vient d'être promu général de brigade à titre temporaire le 1er juin. Il entre au gouvernement sans avoir jamais été ministre, sans avoir jamais été député, sans avoir jamais été connu du grand public. Et maintenant, 12 jours plus tard, il est à Londres. Comment en est-il arrivé là? Le 16 juin, Reynaud démissionne. Pétain forme un nouveau gouvernement. L'objectif est clair, demander l'armistice. De Gaulle comprend que tout est fini. Le soir même, il rencontre Winston Churchill, le Premier ministre britannique, qui est à Tours pour une dernière tentative de convaincre les Français de continuer. Churchill lui dit « Venez à Londres, nous continuerons ensemble ». Le 17 juin au matin, de Gaulle monte dans un avion britannique à Bordeaux. Il emporte 100 000 francs de fonds secrets. Il ne dit pas au revoir à sa femme, Yvonne, restée en Bretagne avec leurs 3 enfants. Il ne prévient personne. Il part. Il sait qu'il ne reviendra pas tant que la France sera occupée.
Il sait aussi qu'il devient, techniquement, un déserteur. L'avion décolle à 9 heures. De Gaulle regarde la côte française s'éloigner. Il ne sait pas qu'il ne reverra son pays que 4 ans plus tard. À Londres, Churchill le reçoit immédiatement. De Gaulle expose son plan. Parler à la radio, appeler les Français à continuer le combat, organiser une France libre depuis Londres. Churchill hésite. La Grande-Bretagne vient de reconnaître le gouvernement Pétain. Laisser un général français rebelle parler à la BBC, c'est une provocation diplomatique. Mais Churchill aime les gestes audacieux. Et il sait que la Grande-Bretagne est maintenant seule face à Hitler. Avoir des Français qui continuent le combat, même symboliquement, c'est précieux. « Allez-y, dit Churchill, PS, parlez. » Et maintenant, 18 juin, 17h55, De Gaulle est devant le microphone. Le technicien lui fait signe. 5 minutes. De Gaulle relit ses notes. Il a écrit ce texte en quelques heures, dans sa chambre du Rubens Hotel, près de Buckingham Palace. Les mots sont venus facilement. Il sait ce qu'il doit dire. Il sait pourquoi il doit le dire. Dehors, Londres vit une journée ordinaire de guerre. Les Britanniques s'attendent à être envahis. La France est tombée en 6 semaines. Pourquoi la Grande-Bretagne tiendrait-elle plus longtemps? Dans les pubs, dans les rues, les gens parlent à voix basse. L'angoisse est partout. En France, c'est pire. Les routes sont encombrées de réfugiés. 8 millions de Français ont fui vers le sud. Ils marchent, poussent des charrettes, portent des valises. Les Stukas allemands les mitraillotent parfois, pour le plaisir. À Paris, occupé depuis 4 jours, les premiers soldats allemands se promenaient sur les Champs-Élysées. À Bordeaux, où le gouvernement s'est replié, Pétain prépare l'armistice. Les généraux français brûlent leurs archives. Les ministres fuient vers l'Afrique du Nord ou se rallient à Vichy. Et dans un studio londonien, un général que personne ne connaît va dire que rien n'est perdu. 18 heures. Le signal. De Gaulle se penche vers le microphone. Sa voix est nasale, pas particulièrement agréable. Il parle lentement, détachant les mots. Il n'y a aucune émotion dans son ton, juste une certitude de faire. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Il attaque directement. Pas de précaution oratoire, pas de respect pour la hiérarchie. Il accuse. Les chefs ont formé un gouvernement. Ce gouvernement capitule, voilà. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Il explique la défaite, pas par lâcheté, pas par faiblesse morale, par erreur tactique, par aveuglement stratégique, les mêmes chefs qui n'ont pas voulu l'écouter quand il parlait de guerre blindée, les mêmes chefs qui ont construit la ligne Maginot et cru que la guerre de 1914 recommencerait. Ils ont été surpris, ils ont été dépassés. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Et là, sa voix se durcit. Le mot claque comme un ordre. Non. Pas de nuance. Pas de peut-être. Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Il se présente. Moi qui vous parle. Qui est ce « moi » ? Personne ne le sait. Quelques centaines de personnes écoutent, peut-être. Des Français réfugiés à Londres. Des marins français bloqués dans les ports britanniques. Des ouvriers qui ont fui. Ils entendent cette voix inconnue qui dit « moi », comme si ce « moi » avait de l'importance. Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. 3 fois, elle n'est pas seule. L'insistance, la répétition, il martèle. La France a des alliés, la France a des ressources, la France a un empire colonial, ce n'est pas fini. Cette guerre n'est pas limitée au territoire malheureux de notre pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a, dans l'univers, tous les moyens nécessaires pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là, il élargit. Ce n'est pas une guerre franco-allemande, c'est une guerre mondiale. Et dans une guerre mondiale,
La bataille de France n'est qu'un épisode. Douloureux, humiliant, mais pas décisif. Il y aura d'autres batailles, et la France doit y participer. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes, j'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, à se mettre en rapport avec moi. Il se nomme enfin Général de Gaulle, un nom que presque personne ne connaît. Il lance un appel. Venez me rejoindre. Officiers, soldats, ingénieurs, ouvriers, venez, nous allons continuer. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. La flamme. Le mot est trouvé, pas l'armée, pas l'État. La flamme. Quelque chose de vivant, de fragile, mais d'inextinguible si on la protège. Demain comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Et c'est fini, 5 minutes, peut-être moins. De Gaulle se redresse, le technicien coupe le micro. Silence dans le studio. Dehors, Londres continue. En France, presque personne n'a entendu. La BBC n'a pas enregistré le discours. Personne n'a pensé que c'était important. Personne n'a pensé que ce général inconnu venait de prononcer les mots qui allaient définir la résistance française. Le texte exact du discours sera reconstitué plus tard, de mémoire, à partir de notes. Ce que nous connaissons aujourd'hui comme l'appel du 18 juin est, en partie, une reconstruction. Mais les mots essentiels sont là. La France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. Cette phrase, de Gaulle l'a dite, ou une phrase très proche. Et cette phrase va traverser 4 ans d'occupation. Combien de personnes ont entendu le discours ce soir-là? Quelques centaines, probablement. Peut-être 1 millier, pas plus. La plupart des Français n'ont pas de poste de radio. Ceux qui en ont écoutent les stations françaises, pas la BBC. Et même ceux qui écoutent la BBC ne captent pas forcément bien le signal. Et même ceux qui captent le signal ne savent pas qui est ce général de Gaulle qui parle. Le lendemain, 19 juin, les journaux britanniques mentionnent à peine le discours. Une brève dans le Times. Un général français a parlé hier à la BBC. C'est tout. En France, évidemment, rien. La censure allemande commence. Le gouvernement Pétain contrôle ce qui reste de presse libre. Personne ne parle de Gaulle. Le 22 juin, Pétain signe l'armistice à Rotonde, dans le même wagon où l'Allemagne avait signé l'armistice de 1918. Hitler a voulu l'humiliation symétrique. La France est coupée en deux. Zone occupée au nord, zone libre au sud, contrôlée par Vichy. 3 millions de soldats français sont prisonniers en Allemagne. La flotte française doit être neutralisée. L'armée française est dissoute. La France n'existe plus comme puissance militaire. Et de Gaulle? Le gouvernement de Vichy le condamne à mort par contumace le 2 août. Traître, déserteur, rebelle. Il a quitté son poste. Il a désobéi. Il a parlé sans autorisation. Il mérite la mort. À Londres, de Gaulle continue. Il parle à la BBC tous les jours. Il essaie d'organiser ce qu'il appelle la France libre. Quelques centaines de soldats français le rejoignent. Des marins dont les navires étaient bloqués en Grande-Bretagne. Des pilotes qui ont fui. Des volontaires qui traversent l'Espagne clandestinement. Pas des milliers, des centaines. Churchill le soutient, mais avec réticence. De Gaulle est difficile, orgueilleux, inflexible. Il se comporte comme s'il représentait la France, alors qu'il ne représente qu'une poignée d'hommes. Il refuse tout compromis. Il exige d'être traité comme un chef d'État. Churchill dira plus tard « La croix la plus lourde que j'ai eue à porter pendant la guerre, c'est la croix de Lorraine, l'emblème choisi par de Gaulle pour la France libre. » Mais quelque chose se passe, lentement, souterrainement. En France occupée, des gens commencent à parler de l'appel du 18 juin. Ils n'ont pas entendu le discours, mais ils ont entendu parler du discours. Quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a un cousin à Londres a entendu. Ou quelqu'un a capté la BBC une autre nuit et de Gaulle a répété le message. Ou quelqu'un a écrit le texte de mémoire et l'a recopié. Le texte circule, sur des tracts, sur des bouts de papier, glissés sous les portes, collés sur les murs la nuit. La France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. Ces mots deviennent un slogan, un cri de ralliement. Pas pour des milliers de personnes, pas encore, mais pour quelques-uns, les premiers résistants. En 1941, le nom de Gaulle commence à être connu. Pas celui d'un héros, celui d'un symbole. Il représente le refus. Il représente la continuation. Il représente l'idée que la France n'est pas morte, même si Pétain gouverne à Vichy, même si les Allemands occupent Paris,
même si la Wehrmacht parade sur les Champs-Élysées. Il y a quelque part, à Londres, un général français qui dit non. Les réseaux de résistance se forment, lentement, dangereusement. Des gens ordinaires qui deviennent des héros. Des cheminots qui sabotent les trains. Des postiers qui interceptent le courrier allemand. Des femmes qui cachent des aviateurs alliés. Des instituteurs qui impriment des journaux clandestins. Des lycéens qui distribuent des tracts. Ils ne se connaissent pas. Ils ne se coordonnent pas. Mais ils ont tous entendu, d'une manière ou d'une autre, que la guerre n'est pas finie. Et quand ils sont arrêtés, quand ils sont torturés, quand ils sont fusillés, certains pensent à ces mots. La France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. De Gaulle, lui, construit patiemment son mouvement. Il négocie avec Churchill. Il se bat avec les Américains qui ne lui font pas confiance. Il rallie des territoires coloniaux, le Tchad, le Cameroun, le Congo. Il organise une armée, petite mais symboliquement importante. Des Français libres combattent en Afrique du Nord, en Syrie, en Libye. Pas beaucoup, quelques milliers. Mais ils combattent sous le drapeau tricolore. En 1942, les Allemands envahissent la zone sud. Vichy perd sa dernière illusion d'indépendance. Pétain devient une marionnette complète. Et de plus en plus de Français comprennent qu'il faut résister. Le service du travail obligatoire, le STO, force les jeunes Français à aller travailler en Allemagne. Des milliers refusent. Ils fuient dans les maquis, ils prennent les armes, et ils savent tous qui est De Gaulle maintenant. En 1943, De Gaulle unifie les mouvements de résistance sous son autorité. Ce n'est pas facile. Les communistes se méfient de lui. Les socialistes aussi. Les gaullistes de la première heure le trouvent trop autoritaire. Mais il impose sa légitimité. Pas par la force, par l'obstination, par la cohérence. Depuis juin 1940, il dit la même chose. Il n'a jamais varié, il n'a jamais compromis. Et cette constance lui donne une autorité morale. Jean Moulin, le grand unificateur de la résistance, reconnaît De Gaulle comme chef de la France combattante. Le Conseil national de la résistance, créé en mai 1943, se place sous l'autorité de Gaulle. Des dizaines de milliers de résistants, maintenant, se battent au nom de la France libre. Et tous, d'une manière ou d'une autre, se réfèrent à l'appel du 18 juin. Même s'ils ne l'ont pas entendu, même s'ils ne connaissent pas le texte exact, ils savent qu'en juin 1940, quand tout semblait perdu, un homme a dit non. Et ce non a suffi pour que d'autres disent non aussi. Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie. De Gaulle insiste pour que des troupes françaises participent. Il obtient gain de cause. Le général Leclerc commande la 2e division blindée. Elle débarque en août. Le 25 août 1944, Leclerc entre dans Paris. De Gaulle le rejoint immédiatement. Le 26 août, De Gaulle descend les Champs-Élysées. 2 millions de Parisiens sont dans les rues. Ils pleurent, ils crient, ils chantent la Marseillaise. De Gaulle marche très droit, comme toujours. Maigre, immense, sévère. Des coups de feu éclatent. Des francs tireurs allemands. La foule se jette au sol. De Gaulle continue de marcher. Il ne se baisse pas. Il ne court pas. Il marche. À Notre-Dame, pendant le Te Deum, les tirs reprennent. Tout le monde se couche. De Gaulle reste debout. Plus tard, quelqu'un lui demandera pourquoi. Il répondra « Je ne pouvais pas. J'étais De Gaulle ». Ce jour-là, le général inconnu du 18 juin 1940 est devenu le symbole de la France résistante. 4 ans, 2 mois et 8 jours après avoir parlé dans un studio vide de la BBC. Mais voici le paradoxe. Voici le mystère. Presque personne n'a entendu le discours du 18 juin. Peut-être quelques centaines de personnes. La BBC ne l'a pas enregistré. Nous n'avons aucune archive audio. Le texte que nous connaissons est une reconstitution. Et pourtant, ce discours est devenu le mythe fondateur de la résistance française. Comment est-ce possible ? Comment un discours que presque personne n'a entendu a-t-il pu avoir un tel impact ? Parce que l'histoire n'est pas faite que de faits. Elle est faite aussi de symboles. Le 18 juin 1940, De Gaulle n'a pas créé un mouvement de masse. Il a créé une possibilité. Il a montré qu'il était possible de dire non. Il a montré qu'il était possible de continuer. Et cette possibilité, d'autres l'ont saisie. Le discours lui-même importait moins que le geste. Un général français, dans la capitale ennemie, défiant son propre gouvernement, proclamant que la guerre continue. C'était absurde. C'était impossible. C'était magnifique. Et quand les premiers leurs résistants ont entendu parler de ce geste, ils ont compris qu'ils n'étaient pas seuls. Quelque part, quelqu'un d'autre avait refusé. Quelque part, quelqu'un d'autre se battait.
Et si un général pouvait le faire, eux aussi pouvaient le faire. L'appel du 18 juin est devenu légendaire parce qu'il répondait à un besoin. Le besoin de croire que tout n'était pas perdu. Le besoin de croire que la France existait encore. Le besoin de croire qu'un jour, la victoire viendrait. De Gaulle lui-même a compris cela. Dans ses mémoires, il écrira « J'étais seul. Et pourtant, je n'étais pas seul, car je portais en moi l'idée de la France. » C'est exactement cela. Le 18 juin 1940, De Gaulle ne représentait rien. Pas d'armée, pas de territoire, pas de légitimité légale. Mais il représentait une idée, l'idée que la France ne pouvait pas mourir. L'idée que la France, c'était plus qu'un gouvernement, plus qu'un territoire, plus qu'une armée. C'était une volonté. Et tant que cette volonté existait, la France existait. 4 ans plus tard, cette idée avait vaincu. Pas seule, évidemment. Les armées alliées ont libéré la France. Les résistants ont combattu. Des millions de soldats soviétiques, américains, britanniques, canadiens sont morts pour vaincre Hitler. De Gaulle n'a pas gagné la guerre. Mais il a gagné autre chose. Il a gagné le droit pour la France de dire qu'elle n'avait pas complètement capitulé. Il a gagné le droit pour la France de siéger à la table des vainqueurs. Il a gagné le droit pour la France de garder son honneur. Et tout a commencé le 18 juin 1940, à 18h, dans un studio de la BBC, quand un général que personne ne connaissait a dit à un pays qui ne l'écoutait pas que la guerre n'était pas finie. 54 ans plus tard, en 1994, le président François Mitterrand déclarera le 18 juin fête nationale. Chaque année, la France commémore ce jour. On lit le texte de l'appel. On se souvient du général inconnu qui a osé dire non. Mais peut-être que le plus beau dans cette histoire, c'est que le discours n'avait pas besoin d'être entendu pour exister. Il suffisait qu'il ait été prononcé. Il suffisait qu'un homme, quelque part, ait refusé. Et ce refus, transmis de bouche en oreille, recopié sur des tracts, murmuré dans les caves, a traversé 4 ans d'occupation. La guerre n'est pas finie. Ces 5 mots ont changé l'histoire de France. Non pas parce qu'ils étaient vrais. En juin 1940, tout indiquait que la guerre était finie pour la France. Mais parce qu'ils ont créé une vérité nouvelle. Ils ont fait exister ce qu'ils affirmaient. En disant que la France continuait à se battre, De Gaulle a obligé la France à continuer à se battre. C'est le pouvoir des mots. Parfois, il suffit qu'une personne les prononce pour qu'ils deviennent réels. Le 18 juin 1940, Charles de Gaulle était seul dans un studio londonien. Mais en parlant, il a créé une France qui n'existait pas encore. Une France libre, une France résistante, une France qui refusait de mourir. Et cette France-là, celle qui est née dans un studio vide un soir de juin, celle que presque personne n'a entendu naître, cette France-là a survécu. Elle a traversé l'occupation. Elle a traversé la collaboration. Elle a traversé la honte et la défaite. Et 4 ans plus tard, elle est revenue. Voilà ce qui s'est passé le 18 juin 1940. Un général inconnu a parlé. Presque personne ne l'a entendu. Et pourtant, tout a changé.